Merci, mon ami. Alors, deuxième sujet qui m'a été traité, dernière recommandation. Alors, dernière recommandation, je peux dire, en fait, il n'y a pas de recommandation. Il n'y a pas de recommandation, pourquoi? Parce qu'il y a une polémique en ce qui concerne le traitement hormonal de la ménopause. Il y a maintenant, je parlais de perturbateurs, il y a beaucoup de ménopause précoce, ce qu'on appelle les insuffisances ovariennes prématurées. Et dans ce cas-là, sur le plan nosologique, on va parler de traitement hormonal substitutif. Maintenant, ménopause, quand on a une ménopause, qui n'est pas une maladie, qui est une phase physiologique, eh bien, il y a beaucoup de pathologies qui vont se voir, surtout les pathologies cardiovasculaires. Tout à l'heure, j'étais un peu étonné pour voir qu'en Europe, on meurt de pathologies cancéreuses. Je croyais qu'on meurt, chez nous, on meurt de pathologies cancéreuses. Et les pathologies cardiovasculaires, c'est la première cause de mortalité dans le monde. Dans le monde, vous allez voir, chez nous, c'est la première cause de mortalité chez la femme après 50 ans, d'où l'intérêt de ce sujet. Alors, comme introduction, la ménopause est un phénomène naturel, bien sûr, ce n'est pas une maladie. Et médicalement, on parle de ménopause quand il y a 12 mois d'absence de règles, aménorrhée, elle arrive à 50 ans, aménorrhée, on va étiqueter comme ménopause. L'âge médian de la ménopause est de 50-51 ans. Et vous allez voir, on peut parler de ménopause précoce après 40 ans, qui représente 1 à 2%. Et je pense dans les années à venir, on va voir ce type de ménopause précoce augmente. La ménopause tardive de 50 à 60 ans. Et vous allez voir les ménopauses causées par les traitements tels que la chimiothérapie ou la ménopause artificielle, telle que dans l'endométriose, où on a un traitement, des analogues qui vont bloquer l'axe hypothalamo-hypophysaire. Et maintenant, de plus en plus, les maladies auto-immunes qui sont là, et d'autres facteurs maintenant, le tabac, l'hérédité, l'ethnie, on va essayer de trouver à chaque fois d'autres facteurs qui peuvent engendrer et entraîner la ménopause. Mais, malgré la ménopause, tout à l'heure on a parlé d'espérance de vie. Eh bien, on veut plus. On veut plus maintenant, et vous avez maintenant les femmes mouraient à l'époque à l'âge de la ménopause, 50 ans, 45, 50 ans, elles mouraient. Et maintenant, aujourd'hui, les femmes vivent plus, voire 40 ans plus après la ménopause. C'est-à-dire elles sont ménopausées avec les conséquences de cette chute d'hormones. L'estrogène, j'ai dit, c'est l'hormone de la vie de la femme. S'il n'y a pas d'œstrogène, eh bien, on va voir les conséquences de cette absence d'œstrogène sur le corps, sur le cœur, sur les vaisseaux, sur l'os, sur le cerveau, sur les organes hormonodépendants. Alors, caricature pour dire avoir 9 vies, hein, c'est bien, vous pouvez souffrir, c'est bien, mais si je dois repasser par la ménopause, oublie. C'est-à-dire, on est des hommes, on ne connaît pas, mais les femmes connaissent très bien la ménopause. Et cette période de ménopause, de préménopause, la périménopause, peut durer 6 mois, voire 5 ans. 5 ans de souffrance, et 5 ans de souffrance qui risquent d'entraîner des troubles jusqu'à étiqueter la femme comme folle. Alors, rappel important, ça a été dit, les hormones, c'est important. L'effet des œstrogènes, l'effet des œstrogènes sur le cerveau. Il permet de réguler la température du corps au niveau du thalamus, au niveau du cœur, au niveau du foie, les effets sur les ovaires, le vagin, la stimule au niveau du sein, sur l'utérus et sur l'os. On connaît ces effets d'œstrogènes et permet la folliculogénèse. Cette folliculogénèse, elle est variable pendant la vie. La vie in utero, elle part de 7 millions chez l'embryon jusqu'à le cycle où la vie intragénitale, la vie en période d'activité génitale qui va de 400 ovulations chez une femme, 400 à 500. Puis à la ménopause, il n'y a plus d'œstrogène, donc il n'y a plus de follicules. Et quand il n'y a plus de follicules, vous avez ce taux d'FSH qui est augmenté et le nombre de follicules qui est diminué, ce qui permet un peu de définir sur le plan biologique la ménopause. Sur le plan clinique, c'est ça. La ménopause, c'est ça. Vous pouvez avoir, vous ne voyez pas bien, mais je vais lire, vous pouvez avoir des signes mineurs tels que les vertiges, le crampes, anxiété, sécheresse du vagin, baisse la libido, les maux de tête, bouffées de chaleur, nocturnes, palpitations, menstruation irrégulière, l'incontinence urinaire, l'incontinence sexuelle, l'incontinence anale, toutes les pathologies, c'est-à-dire un mal ou un inconfort de vie, ce qu'on appelle l'inconfort de vie. D'ailleurs, on va étiqueter ce type de femme ménopausée comme femme malade, comme femme folle. Et en réalité, c'est un manque d'hormones. Alors vous voyez,
le manque d'hormones, eh bien, ça vient, la ménopause peut durer 1 an. J'ai dit comme elle peut durer 10 ans. Et au fur et à mesure, les études nous ont montré que ce n'est pas seulement les bouffées de chaleur qui sont là, qui vont gêner cette femme, mais vous avez d'autres pathologies. Cette pathologie qui va entraîner de la morbidité, voire la mortalité. Et la mortalité, on va parler d'infarctus ou d'accident vasculaire cérébral, on va parler de problèmes cardiaques, on va parler de troubles, on va parler de démence, on va parler d'ostéoporose. Et de là, d'ostéoporose, ces pathologies, dans le temps, vous avez dans le temps, à partir de 40 ans pour avoir des troubles du cycle, troubles de sommeil, mais à partir de 50 ans, les problèmes vont devenir importants. Ils vont devenir importants, ça va commencer à avoir des problèmes de couple, dans l'atrophie, les troubles urinaires, puis à partir de 60 ans, les problèmes sérieux vont commencer et vous avez l'ostéoporose, l'athérosclérose, les maladies coronariennes qu'on a entendues cette matinée, les accidents vasculaires cérébraux et les douleurs articulaires. Puis, vous allez voir, voilà, grosso modo, si vous voyez, après, au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure que vous avez les pathologies. L'évolution de la masse osseuse a été étudiée. À partir de 50 ans, on peut avoir des problématiques de la masse osseuse. D'ailleurs, même en consultation d'urgence, vous allez avoir beaucoup de fractures chez des femmes qui dépassent la 50 ans. Et dans ce cas-là, ces fractures qui dépassent chez les femmes de 50 ans, c'est des fractures qui sont fragiles, difficilement traitables, parce qu'il y a un manque d'œstrogène. Et en plus, ce n'est pas seulement ces fractures, vous avez cette augmentation des fractures, en plus ça, d'autres affections, telles que les affections coronariennes, qui sont la première cause de morbidité et de mortalité de la femme à partir de 60 ans. Et de là, la question se pose, est-il éthique, c'est-à-dire ne pas nuire, de traiter ces femmes-là? C'est-à-dire quand on sait ces femmes-là vont avoir ces problèmes, est-ce qu'il est juste ou est-ce qu'il est éthique de les traiter? Alors, ce qui est juste, ça a été le traitement hormonal de la ménopause, remonté des gens jadis. Et ce qui est juste, ce traitement va traiter les signes climatériques. Tout ce qui est ça gêne de cette femme, les signes climatériques. Je peux avoir l'écran? On peut avoir l'écran, la régie? Ah, très bien. Les signes climatériques. On peut donner à cette femme-là qui commence à avoir des troubles, traiter les bouffées de chaleur, traiter les sueurs nocturnes, traiter les troubles du sommeil, la sécheresse vaginale. On peut traiter tous les petits problèmes, parce que la bobologie, on peut la traiter, et ce qui permet à cette femme d'avoir une bonne qualité de vie. Ce qui est en plus dur, le traitement hormonal de la ménopause, ce qui est sûr, il prévient l'ostéoporose. C'est-à-dire l'ostéoporose, vous avez vu qu'elle va se voir à partir de 65 ans, les femmes vont avoir des douleurs osseuses, des fractures de l'os dans la guérison, elle sera très très lente, l'os ne va pas se souder, et quand elle va être alitée, en plus de l'alitement, les problèmes cardiovasculaires, cette femme va présenter d'autres anomalies telles que l'embolie, et l'embolie qui va entraîner le décès. De ce qui est juste aussi, le traitement diminue quelques cancers, tels que le cancer du côlon. C'est les statistiques qui le disent, pas moi. Le cancer du côlon chez les femmes. Maintenant, de nos jours, il y a plus en plus de cancers de côlon, de cancers colorectaux chez les femmes et surtout chez les hommes. D'accord? Chez les femmes, quand on donne ce traitement hormonal, on est sûr qu'on a diminué la fréquence de ces cancers de l'homme. Je passe rapidement. Alors, comment traiter? On savait comment traiter. On traitait en donnant un traitement hormonal substitutif, c'est en donnant des œstrogènes chez la femme qui n'a pas d'utérus, qui a été extrémosée, ou en donnant des œstroprogestatifs. On sait on peut donner des modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes. Il y a maintenant différentes sources, panoplies thérapeutiques, qui permettent de traiter cette ménopause et on peut avoir l'écran, et on peut avoir et traiter l'œstrogénothérapie, les bienfaits, on connaît sur la densité osseuse. Et bien sûr, tout en sachant les contre-indications des œstrogènes. C'est-à-dire, quand vous avez un traitement, il faudrait savoir quelles sont les contre-indications de ces trucs, en particulier les tumeurs hormonodépendantes, les femmes qui saignent, les maladies thromboemboliques. Tout à l'heure, il y avait un cas clinique où j'avais posé la question en changeant la date. Vous voyez, quand il y a un accident thromboembolique et un truc, c'est totalement contre-indiqué, qu'il ne faut pas donner. Il faut aller traiter sur le plan cardiologique avant, puis après, revenir au traitement médical. Alors, la clonidine, ça peut traiter les effets de l'hypertension et les signes vasomoteurs, la psychothérapie pour accompagner ces femmes ménopausiques, et on peut proposer
la phytothérapie pour traiter certains symptômes. Tout ça, ça a été fait, et en plus de ça, ces produits, ils étaient efficaces et il n'y avait pas de complications. Puis nos amis épidémiologues sont venus. Alors, il y avait ces femmes qui étaient améliorées sur le plan symptômes, sur le plan fracture, diminution du cancer du côlon, une protection coronarienne en prévention primaire, c'est-à-dire au début de traitement, elle était prévenue, ces femmes, des affections cardiovasculaires, mais après, dès qu'on a arrêté, hop, elles développaient la maladie cardiovasculaire. Augmentation négligeable, on a remarqué, ces femmes-là faisaient de l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, et on commençait à dire pourquoi ces femmes-là faisaient augmentation du risque du cancer du sein. On a remarqué le cancer du sein qui était augmenté, c'est des femmes qui prenaient des œstrogènes. Augmentation des maladies thromboemboliques, on a accepté, c'est les femmes qui avaient ces œstrogènes. Et on avait l'augmentation du cancer du sein liée à la stimulation du cancer préexistant. Ces femmes qui avaient un cancer, dès qu'on donnait, elles avaient la flambée de la cellule cancéreuse et ça donnait. Ça, on commence. Donc, il y avait des recommandations. Les recommandations d'Aziz, il fallait donner un traitement hormonal substitutif, doit être débuté plutôt à la ménopause. C'est-à-dire, une fois la ménopause, il fallait la capter en traitant, en donnant traitement, lui expliquer, et bien sûr, il faudrait des fenêtres thérapeutiques. Deuxièmement, en l'absence de traitement avant 60 ans, on a remarqué qu'il y a une surmortalité maternelle. C'est-à-dire de la femme, on a remarqué que si on ne donnait pas de ces hormones, la femme mourait à l'âge de 60 ans. Elle partait chez le cardiologue et on va l'étiqueter arrêt cardiovasculaire, décédée. Mais les statistiques nous ont dit que ces femmes-là n'avaient pas pris de traitement. Et on a étudié le choix d'administration des œstrogènes. Alors les œstrogènes, on peut les donner soit par voie intramusculaire, par voie orale, par voie transdermique et maintenant par voie transvaginale. D'accord ? On peut donner des œstrogènes. Et on a étudié œstrogènes et tabac, on s'est mis d'accord. Et le choix du progestatif, puisqu'il y avait un traitement, les femmes qui prenaient l'œstrogène et la progestérone, on a étudié le progestatif et pour dire quel progestatif peut-on donner à ces femmes-là pour éviter ces complications. La prescription sont après chez les patientes symptomatiques, chez les patientes désireuses de ça, il ne faut pas lui dire « non, il faut les traiter parce qu'elles sont symptomatiques. Au-delà de 60 ans et de 10 ans de traitement, les données sont confuses. Après 60 ans, il n'y a pas lieu de donner de traitement puisqu'il n'y a pas de signes climatériques. On a fait de la prévention primaire des maladies cardiovasculaires et on a fait de la prévention de l'ostéoporose, sauf chez les femmes qui avaient un antécédent d'ostéoporose. Et le consentement doit être éclairé et était impératif. D'accord ? Puis, il y a eu, dans les années 2000, le controverse. Le controverse, c'est l'évolution du traitement. Dans les années 2000, c'était le niveau de prescription a atteint des records, beaucoup de femmes. Les slogans, le traitement hormonal de la ménopause ne faisait que du bien. Puis vint les études qui ont montré des complications. Les femmes qui étaient sous traitement avaient beaucoup de thromboses veineuses. Les femmes qui étaient sous œstrogène avaient des cancers de l'endomètre et avaient trop de cancers du sein qui commençaient à apparaître dans les études et on commençait à tirer la sonnette d'alarme et on a incriminé le traitement hormonal de la ménopause. Puis d'autres études, la WHI, les HERS, vous avez ces études. Alors je donne un peu le résumé. Dans l'historique, déjà dans les années 2000, il y avait $1 milliard destinés au traitement. L'étude HERS a montré des risques cardiovasculaires chez ces femmes-là. L'étude de WHI en l'an 2002 a montré effectivement qu'il y avait le risque cardiovasculaire. Et le titre en 2003 WHI a montré qu'il y a un risque de cancer du sein. C'est les femmes qui étaient sous œstrogène, n'ont pas étiqueté quel type d'œstrogène et les progestatifs. Et de là, vous avez vu la chute vertigineuse de le traitement hormonal qui était donné d'ailleurs depuis l'an 2000, d'après les études, ont diminué moins de 80% en 12 ans. C'est-à-dire, si on vendu presque 5 millions de boîtes par an, on est arrivé à vendre à peu près 100 000 boîtes par an. Et de là, il y a des gens qui travaillent sur ça. Ils travaillent sur ça et je reviens un peu quelques recommandations parce qu'il faut, pour faire des recommandations, il faut faire des études. Et ces recommandations viennent des sociétés savantes,
Vous avez des sociétés savantes, on va voir les Américains, les Français. Et chez les Français, il y avait la Haute Autorité de Français, c'est organisme étatique qui va dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, et de là de définir un peu est-ce qu'il est éthique de traiter ou non. Les sociétés internationales, le GEMVI, c'est un groupe d'études sur la ménopause. Il y a les experts et les gynécologues avec ses patients, et qui ont fait des études. Alors, on reprend un peu ce que dit l'Agence nationale de sécurité. L'Agence nationale de sécurité, déjà en 2008, elle a mis au point déjà le traitement de THM par rapport aux Américains, aux Européens, aux Français. Il est composé d'équipes d'experts d'épidémiologistes et de biostatisticiens, parce qu'il y a des gens qui sont contre le vaccin, il y a des gens qui sont contre les hormones, et on est là, on vous fait des études, on les balance, et il y a des gens qui vont faire des méta-analyses, et si l'étude est biaisée, il ne faut pas la considérer, la mettre dans les études. Dans le cancer du sein et le cancer de l'ovaire, et on a donné des recommandations en 2008. Ce qu'on dit en 2008, chez les femmes ménopausées présentant des troubles fonctionnels, c'est-à-dire qu'on a vu tout à l'heure, ce qui est bouffée de chaleur, etc., lié à la ménopause, un traitement hormonal de la ménopause peut être instauré si la patiente le souhaite, mais dans ce cas-là, il faudrait donner des doses minimales, il faudrait rechercher les contre-indications et bien sûr étudier le risque-balance et le risque bénéfique-balance. C'est-à-dire, on vous dit ça, et donner un traitement une année et voir pendant un an réévaluer. Et si la femme est ostéoporotique, où il y a dans l'antécédent chez elle, dans ce cas-là, il faudrait donner le traitement chez la femme pour prévenir l'ostéoporose. Parce que l'ostéoporose, c'est un problème de santé publique. Deuxièmement, la HAS, elle maintient toujours, c'est-à-dire elle ne pas dire oui, il y a trop de cancer et trucs, allez, c'est plus remboursé, je ne vais pas donner, celle qui veut prendre le traitement, elle le prend. Non, la HAS maintient le remboursement de traitement hormonal, c'est-à-dire on continue à rembourser et on a donné des directives. Alors la commission de transparence, première recommandation, bien peser l'intérêt du traitement hormonal, ce qui est symptôme, ce qui est ostéoporose. Prescrire ces traitements dans le respect des contre-indications, c'est-à-dire pas donner des femmes qui ont pathologie cardio ou un antécédent thromboembolique, on va lui donner ce type de traitement, même dans le cancer du sein. Et pas de modification des recommandations en fonction des molécules. C'est-à-dire, on vous dit, vous voulez choisir soit par voie orale, par voie transdermique, par voie vaginale, il n'y a pas de recommandation, mais on vous dit, on a remarqué, dans cette population qui prend le traitement médical, il y a le risque de cancer du sein passe de 5% sur 5 ans. On parle comme ça, c'est-à-dire sans qu'il y ait incriminé pour vous dire c'est le THM qui est cause. Non, on vous dit qu'on a remarqué qu'il y a 5% des cancers. Alors, ce qu'on voit ici, et ces experts ont dit que 74% des femmes souffrent des signes de ménopause, et vous avez des signes qui sont là, je suis désolé, c'est illisible, qui sont là. Et donc, il y a eu d'autres recommandations. On vous dit le traitement doit être réévalué, au moins une fois par an, toujours en calculant le rapport bénéfice-risque. Et cette réévaluation pourra s'accompagner d'une suspension temporaire. On pourrait dire, s'il y a amélioration des signes climatériques, vous pouvez arrêter votre traitement, reprendre par exemple 3 mois après. Les troubles climatériques par la patiente suffisamment gênants pour altérer la qualité de vie. Maintenant, on peut vous attaquer pour la qualité de vie à altérer. Quand il y a cette altération de qualité de vie, on est obligé de traiter ces femmes-là. Alors, qualité de vie, vous avez même à partir de 65 ans, parce que c'est les mêmes signes qu'on a vus chez la femme à 40 ans, à 50 ans, à 65 ans. Même à partir de 65 ans, on a des femmes qui ont 73% de bouffées de chaleur. Et même à partir, elles souffrent, c'est des femmes qui souffrent. Dans ce cas-là, il faudrait le traiter. Recommandation maintenant de groupes d'experts qui font que de la ménopause, de groupe GENVI, sur la prescription de THM. Alors, ce groupe, qu'est-ce qu'il y a ? Il faudrait fixer toujours, on revient pour dire ce n'est pas, mais fixer un objectif thérapeutique. C'est-à-dire, si la femme souffre, il faut la traiter. C'est-à-dire, on n'a pas changé un peu. Mais ce qui est sûr dans le groupe GENVI, que le traitement débuté en préménopause, en périménopause, est le meilleur traitement de prévention des fractures. C'est-à-dire, on va parler pour les femmes, et vous allez voir, s'il y a des orthopédistes dans la salle, vous dire, attention, la femme ménopausée, elle est sujette aux fractures. Puis, on a parlé de traitement œstrogénique, œstroprogestatif, c'est les femmes, et respect de la fenêtre thérapeutique. Pour les molécules, vous avez toutes les molécules possibles qui peuvent être prescrites par différents endroits. Puis vint cette étude ces gynécos et qui montre un peu ces produits, ce sous-THM,
THM, eh bien, il y a un risque, effectivement, quand on donnait le traitement hormonal chez la femme, il y a un risque d'accident cardiovasculaire et détachement, surtout détachement de la plaque et qui risque d'entraîner des maladies thromboemboliques avec décès de la femme, ce qui a permis un peu à faire des études pour vous dire que quand on donne ce traitement, le risque existe, quand on donne ce traitement chez la femme moins de 10 ans, le risque, il est sûr, mais si on donne chez la femme de plus de 10 ans, eh ben, la femme ne sera plus protégée. C'est-à-dire, on protège moins des maladies cardiovasculaires après 65 ans. C'est-à-dire, pour dire une femme, prenez les hormones pour protéger au cœur, c'est faux. C'est-à-dire, on protège moins, mais on protège plus chez la femme de 50 à 65 ans. On les protège de ces anomalies cardiovasculaires. Eh bien, voilà, d'autres études qui sont là, qui ont montré un peu cette protection cardiovasculaire au-delà de 65 ans n'est plus valable. Alors, l'hypothèse de la fenêtre thérapeutique, les WHI, montre qu'avec un suivi de 5 ans, a conclu un bénéfice cardiovasculaire pour les femmes traitées dans la tranche de 50 à 60 ans. Il y a un bénéfice, au-delà de ça, il n'y a pas de bénéfice, et absence, et d'autres études, on a commencé à étudier un peu même, pour vous dire absence, diminution du risque de démence, c'est-à-dire même le risque de démence, j'ai dit tout à l'heure l'action des œstrogènes au niveau du cerveau, eh bien, il y a un risque de démence qui semble augmenter ces cerveaux. Alors, il y avait les Danois. Les Danois aussi, pour un peu, les dernières recommandations, c'est ça le topo. Les Danois ont étudié deux groupes de femmes qui ont pris le traitement, un autre groupe qui n'a pas pris le traitement. Ils seraient obligés. Et on a remarqué, chez les femmes qui ont pris le traitement, eh ben, au début, il y avait un risque cardiovasculaire et le risque de décès et d'admission à l'hôpital par défaillance cardiaque ou maladie cardiovasculaire, c'est ces femmes-là, dans le groupe qui était traité. Il était plus important chez les groupes non traités. On vous dit, faites attention. Maintenant, on a changé, on ne sait pas comment ces femmes danoises ont pris le traitement, eh bien on a changé la voie d'administration, on a changé l'hormone, et on est sûr maintenant sur l'influence de la voie d'administration en matière, en posologie, bien sûr, et on voit sur le risque de maladies cardiovasculaires, d'AVC, d'accident vasculaire cérébral, et la voie vaginale était la voie la plus protectrice pour ces traitements. Alors, le GENVI recommande aussi de faire des fenêtres thérapeutiques, limiter le risque d'administrer les œstrogènes par voie percutanée ou par voie transdermique. On a changé, mais au début on dit, vous pouvez prendre toutes les voies possibles. Maintenant on vous dit oui. Si vous voulez donner un traitement, c'est la voie la plus propice, c'est la voie transcutanée ou perdermique. Maintenant au futur, ça va la voie vaginale. Et évaluer la balance risque, bien sûr, prendre une décision partagée avec la patiente, c'est-à-dire discuter avec la patiente en ce qui concerne. Maintenant, si vous dites, elle vient chez vous en consultation, madame, vous avez ceci, je vais vous donner un traitement, le cancer, il met le cancer. Il faudrait discuter un peu la pathologie, discuter un peu l'intérêt, le balance risque sur le plan cardiovasculaire et sur le plan ostéoporose. Consensus maintenant international, c'est des consensus. Ce n'est pas à travers des études, des experts qui sont là, qui se réunissent pour dire que le traitement est plus efficace pour les bouffées de chaleur, pour les femmes de moins de 60 ans et dans les 10 ans de ménopause, ce traitement est efficace. On vous dit que THM est efficace, peut être indiqué dans les préventions des fractures d'ostéoporose. J'ai dit maintenant c'est un problème de santé publique et on en parle. Voilà, on peut donner pour ces femmes-là. On vous dit chez les femmes hystérectomisées, vous pouvez donner des œstrogènes seuls. Si la femme qui a un utérus, il faut donner un œstrogène et un progestatif qui doit être associé. Le traitement local, vaginal par œstrogène à faible dose est préférable chez les femmes. Le risque de maladie, le risque d'accident thromboembolique augmente avec les œstrogènes, mais reste faible avant 60 ans, mais il est présent, voire augmenté à partir de 60 ans. Et des études d'observation maintenant soulignent un moindre risque avec la voie transdermique, c'est-à-dire on a changé, on a vu les femmes, après 60 ans, on a remarqué qu'elles étaient bien. Recommandation internationale, toujours, le risque de cancer du sein chez les femmes de plus de 50 ans est un problème complexe. Le cancer du sein est d'abord associé à l'addition d'un progestatif aux œstrogènes, c'est-à-dire c'est l'œstrogène, c'est surtout le progestatif qui développe, qui donne la prolifération. Le progestatif, il a une action utérine, endométriale, l'action de la gestation, mais une action proliférative sur les cellules mammaires. L'addition d'un progestatif aux œstrogènes est liée à la durée. Maintenant, on a choisi le progestatif et le risque attribué au THM est faible. On veut dire que le traitement hormonal de la ménopause
n'induit pas le cancer du sein. Voilà ce que vous devez retenir. Et les doses, la dose doit être étudiée, il faut des objectifs doses thérapeutiques. L'utilisation des compléments alimentaires chez des femmes après la ménopause n'est pas recommandée. Et l'état actuel de nos connaissances ne permet d'indiquer à l'administration qu'aux femmes qui ont eu un cancer du sein, c'est-à-dire les femmes aux antécédents, parce que maintenant, il y a des études qui viennent, même si on a un cancer du sein qui a été traité et guéri, on peut donner un traitement hormonal de la ménopause. Mais on vous dit, attention, il ne faut pas donner. Le risque de maladie coronarienne pour les femmes en bonne santé après 60 ans, le risque n'est pas certifié. À 11, insuffisance ovarienne prématurée, c'est les femmes maintenant, vous allez voir qu'il y a de plus en plus. Dans ce cas-là, il faudrait le traitement systémique et recommandé jusqu'à l'âge moyen de la ménopause. C'est-à-dire si elle est ménopausée précoce à l'âge de 35 ans, il faut lui donner le traitement jusqu'à l'âge de 50 ans. L'option THM doit être une décision individuelle basée sur des objectifs, et bien sûr, et la qualité de vie. Il y a des Américains où il y a plusieurs groupes. Maintenant, il y a des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. Et vous voyez, par exemple, le American Geriatric Society. Liste des médicaments vous dit qu'il ne faut pas donner ces médicaments à partir de 65 ans. Vous avez le même groupe, les gynécologues, et ben, on vous dit pas d'intérêt systématique, mais il faudrait évaluer, c'est-à-dire on peut donner intérêt. Alors, conclusion. Recommandations sont établies sur un consensus. Et le consensus, c'est ne pas nuire. C'est-à-dire discuter, ne pas nuire. Ne pas donner un traitement et nuire à la patiente, c'est-à-dire primum non nocere et dominant. L'évidence-based médecine constitue le fondement de ces recommandations. D'accord ? Le gynécologue doit prendre des décisions, bien sûr, avec la patiente et partager un peu la responsabilité. Je vous remercie. J'espère d'avoir répondu à la question que tu m'as posée. Voilà, est-il éthique de traiter maintenant la femme ménopausée ce jour? Entre deux parenthèses, il y a un confrère qui a perdu un portable, un Condor A8. S'il y a quelqu'un qui l'a trouvé ou là, qu'il le remet aux organisateurs. Merci beaucoup. Un Condor A8. وإلا ما سبتوش غدوة ندو من عندكم جديد 100 دينار 100 دينار 100 دينار ونشروا له واحد جديد. On entame la troisième communication et la dernière de la session. هذه شوف واش هذه شوف واش تختار تبدا تاعك تبدا كومبليت داكور سي بون جو بونس Voilà mon ami. Alors, il y a le professeur Aboubakar qui devait faire une communication sur les métroragies post-ménopausiques pour raison, je pense, de santé. Il n'a pas pu rejoindre le groupe. Et on m'avait demandé avant de venir de parler un peu de saignement chez la femme. Et j'ai intitulé un topo que j'avais préparé à Mila, chez notre ami Khaled Saïd, qui m'a proposé lui-même de parler un peu de ces hémorragies génitales en pratique clinique. Je peux avoir là, je peux avoir le diapo. Hémorragie génitale en pratique clinique. Voilà, j'ai intitulé de l'omnipraticien au médecin spécialiste. Et je crois que la communication est intéressante pour vous, pour les gens qui travaillent dans des endroits un peu éloignés, déshérités. Que faire? Quelle est la démarche médicale, diagnostique et thérapeutique pour prendre en charge ce type de patient? Alors, c'est cette communication qui a été présentée à Mila. Je passe rapidement en faisant un petit coucou à notre ami Khaled Saïd que je pensais trouver aujourd'hui et parler un peu de la femme, un sujet de la femme qui est important, qui trouve un intérêt dans notre société. Et l'intérêt du sujet, pourquoi? C'est les saignements est un motif fréquent en gynécologie. Les médecins qui font la maladie des femmes et des enfants voit beaucoup de consultations des femmes qui saignent. D'ailleurs, la prévalence va jusqu'à 25% des femmes qui, dans l'âge, en activité génitale, de 30 à 49 ans, 25% des femmes consultent. Et vous avez qui pose un problème de diagnostic, parce que quand on parle de femmes, ça peut être la petite fille en âge de puberté, ça peut être la petite fille qui saigne, on passe rapidement, l'âge péripubertaire, la femme dans l'activité génitale et la postménopausique, même la femme enceinte aussi.
et parler un peu de savoir éliminer une cause organique, c'est-à-dire en matière vous avez cette démarche, toujours penser au plus grave pour retenir le plus simple. Voilà, c'est cette démarche qu'il faudrait retenir, d'accord? Et bien sûr, retenir toujours la cause fonctionnelle, parce qu'il y a des saignements par troubles fonctionnels qu'on va voir, et le traitement de la cause, bien sûr, parce que si la femme saigne un jour, 2 jours, cette femme va avoir des problèmes d'anémie et qui vont altérer la qualité de vie. Elle devient fatiguée, elle va avoir dépressive, etc., qui vont altérer cette qualité de vie de cette femme. C'est pour ça qu'il y a un intérêt particulier. Et en plus, vous avez le traitement, si vous allez voir chez le spécialiste, le taux d'hystérectomie, on en fait beaucoup d'hystérectomie pour pathologie bénigne, pour une femme qui saigne, parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Et vous allez voir que différents traitements modernes, chez le médecin spécialiste, le moderne, c'est l'endométriectomie, c'est l'ablation de l'endomètre. L'endométriectomie, l'embolisation chez les médecins radiologues, maintenant il y a la radiologie interventionnelle, chez qui on traite les hémorragies, on peut même traiter le cancer en bloquant un peu la vascularisation. Et le système intra-utérin, c'est que les laboratoires fonctionnent pour traiter l'hémorragie génitale. Et deuxième intérêt, c'est comment définir. Savoir définir le type de saignement, que ce soit le trouble du cycle, ou le trouble menstruel, l'aménorrhée, l'oligoménorrhée, l'hyperménorrhée. Alors vous avez des signes. Les signes que vous avez appris en sémiologie clinique, en essai clinique, on vous a appris ces signes cliniques, comment définir. Et vous avez l'examen complémentaire de morphologie devant une hémorragie. Il y a un examen complémentaire de faire pour regarder l'organe qui saigne, qui est soit l'utérus, vagin, etc. Vous allez avoir cause des ménométrorragies, c'est les ménorrhagies fonctionnelles, d'accord, qui sont fréquentes, surtout à la période péripubertaire et d'activité génitale. Et bien sûr, les différents effets du traitement chirurgicaux maintenant modernes pour les polypes. Maintenant, on voit de plus en plus de polypes endométriaux qui sont là. Rapidement, je passe rapidement le rappel de ce qui est un cycle normal, ce qui est règle, ce qui est abondance des règles, reconnaître un peu l'abondance, et les troubles du cycle, les troubles des règles, c'est la perturbation de cette phase folliculaire, de cette ovulation, de cette phase lutéale, et bien sûr savoir reconnaître les pathologies de l'organe cible, c'est-à-dire l'endomètre, l'utérus et les organes régulateurs qui peuvent être malades et donner ce trouble du cycle. Alors cette menstruation est reliée par cet axe qu'on a vu tout à l'heure qui est l'hypothalamus, l'hypophyse, l'hypothalamus qui va sécréter la LHRH, qui va stimuler l'hypophyse qui va sécréter la FSH, et là, ces 2 hormones vont participer au cycle menstruel, à la maturation folliculaire, bien sûr, et à la sécrétion d'œstrogènes. Et vous avez des feedbacks au niveau de l'ovaire, vous avez des rétrocontrôles de ces hormones, on a vu tout à l'heure, qui peuvent interagir au niveau de l'endomètre, au niveau de l'hypothalamus, pour simuler ou la inhiber ou simuler l'hormone hypothalamique, voire l'hormone hypophysaire. Et ces 2 hormones sont les œstrogènes et la progestérone. Pour donner cette harmonie de ce cycle, le cycle endométrial, le cycle ovulaire, le cycle hypothalamo-hypophysaire, qui travaillent en synchrone. Dès qu'il y a une asynchronie de ce cycle, les troubles du cycle vont apparaître et la problématique va apparaître. Alors, au niveau de l'endomètre aussi, il n'y a pas seulement des hormones, il y a des facteurs qui vont intervenir pour réguler cette apoptose cellulaire, parce qu'on a parlé de la matinée de l'apoptose, d'accord, cette apoptose, ce stress oxydatif, ça va réguler, ça va faire de l'hémostase, et vous avez des facteurs de croissance, des facteurs de coagulation, vous avez des prostaglandines qui sont là, qui sont sécrétés par cet endomètre pour réguler ce saignement. Alors, on va parler de définition normale, métrorragie. Alors, c'est métrorragie, vous allez entendre hémorragie génitale, tout saignement survenant en dehors des règles, normales. Ménorragie classique, c'est des règles qui sont abondantes dans la durée et dans l'abondance. Ou la métrorragie, saignement qui survient en dehors des règles. Et ménométrorragie, quand il y a un cafouillage, ça saigne un peu partout. La femme ne reconnaît pas son cycle menstruel et vous allez avoir des règles prolongées, un jour de stop règles, puis après, vous allez avoir des saignements et vous allez avoir ce type de pathologie. C'est un peu trouble. Puis vient la FIGO,
c'est la Fédération internationale de gynécologie obstétrique. Il y a des gens qui travaillent sur les définitions, sur les conduites à tenir, et qui commencent à parler du saignement dysfonctionnel de l'utérus et le cycle irrégulier. De cette FIGO, on a défini, on ne va plus parler de métrorragie, de ménorragie, on va parler saignement utérin anormal. De nos jours, on parle de saignement utérin anormal pour un peu calquer, parce qu'ils nous ont défini un peu les voies de démarche médicale en matière de diagnostic et bien sûr et thérapeutique. Alors, le saignement médical, le saignement utérin anormal, ils ont défini comme quand une femme subit un changement dans la perte de menstruation. Alors, quand il y a une aménorrhée ou la ménorragie ou la métrorragie, et en fonction du degré, et ce saignement utérin anormal était défini même en fonction de l'âge de la patiente. Et on vous dit, il ne se limite pas aux saignements menstruels qui sont normalement lourds, mais comprenons ainsi les saignements anormaux dans le temps, c'est-à-dire tout saignement anormal. Et de là, il y a eu une classification. Classification de ce FIGO, pour parler un peu de ce système de saignement, quand il y a une anomalie structurale, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une démarche, et on a défini, hop, on a trouvé une anomalie structurale, et on a défini les critères de Palm. Alors Palm, c'est quoi? C'est des critères définis à partir de la première lettre de chaque pathologie, et vous avez les polypes, l'adénomiose, je ne vois pas ici, alors, je vais voir là, l'adénomiose, les fibromes sous-muqueux et la malignité et la pathologie de l'endomètre, ce qui est Palm. Donc on voit, c'est-à-dire c'est structural. Et deuxièmement, vous avez une autre classification, c'est la Cohen. C'est la Cohen, et ça vient des anomalies structurelles fonctionnelles. Et dans ce cas-là, on va parler de la coagulopathie, c'est-à-dire un problème de coagulation, dysfonctionnement ovulatoire, il y a un problème d'ovulation, l'endomètre est normal, il n'y a pas de polype, il n'y a pas de fibrome, et vous allez parler iatrogène, il y a des causes iatrogènes, et il y a des causes encore non identifiées, que probablement on va les identifier bientôt. Alors, le système, les conséquences, les conséquences, on a défini, il faut prendre en charge, parce que ça va entraîner des douleurs, la fatigue, les saignements menstruels désordonnés, ça peut entraîner tout ce qui est comme pathologie, l'hyperplasie, l'anémie et le syndrome dépressif. Et ils nous ont conduit vers une orientation diagnostique. Et là, l'orientation diagnostique, pour tout le monde, sera en fonction de l'âge, c'est l'enfant pubère, ou là, la femme ménopausée, ou là, la femme normale, sera en fonction de l'identifier l'arbre génital, c'est-à-dire faire un examen clinique. Deuxièmement, s'il y a grossesse ou pathologie cancéreuse, et bien sûr pathologie hémorragique organique, et bien sûr retenir les hémorragies fonctionnelles. En dernier lieu, après avoir éliminé tout ça, on retient les hémorragies utérines fonctionnelles. Alors, l'hémorragie utérine diagnostique, l'hémorragie peut être d'origine organique, d'accord, ou fonctionnelle, et savoir au fonctionnel, c'est-à-dire une atteinte à la mauvaise régulation hormonale de l'endomètre. Et ces hémorragies fonctionnelles en phase prépubertaire, et surtout sont dues à une pathologie, soit une insuffisance lutéale, soit un problème de coagulation. Problème de coagulation acquise, là il faudrait passer, on vous dit, on recommande, attention, même s'il a fait en phase de puberté, il faudrait éliminer en premier lieu une grossesse. On élimine une grossesse et on élimine les pathologies, parce qu'il n'y a pas de cancer à cet âge. Il peut y avoir des cancers à la période néonatale, on a vu les enfants d'Istilben, il peut y avoir des cancers à l'âge tardif, mais à cet âge-là, il faudrait étudier l'insuffisance lutéale et ne pas passer à partir d'une grossesse. Et deuxièmement, il y a un problème de récepteur, d'atrophie de l'endomètre. Si on prend l'orientation diagnostique, c'est un âge une femme d'activité génitale, l'hémorragie est d'origine organique, on vous dit. Alors il faut examiner les causes vulvo-vaginales. Dans ce cas-là, il faut éliminer un traumatisme vulvaire, une infection, un corps étranger, un polype, un examen. C'est-à-dire il faut examiner. On vous dit ne pas, quand elle vient, je ne sais pas. Non, premier lieu, en fonction de l'âge, on examine et on voit. Deuxièmement, éliminer avec un spéculum, savoir examiner avec un spéculum, reconnaître un cancer, d'accord? Pas la femme, elle vient, un saignement, on a les hémostatiques ou n'importe quoi, et cette femme développe un cancer. Un traumatisme, postcoïtal, des polypes, ectropions, de l'endométriose cervicale, c'est des pathologies qui existent, qui sont facilement identifiables à l'œil nu, à l'inspection. D'accord? On vous recommande d'examiner, puis
rechercher les causes utérines, surtout éliminer le cancer, notion d'infection, et rechercher ce qu'on appelle les palmes, le polype, le fibrome, l'endométriose et l'adénomyose. Et les causes addictionnelles, on vous dit attention, même la trompe et l'ovaire peuvent être cause de saignement, il faudrait les examiner. Et dans ce cas-là, il y a une orientation. L'orientation, c'est le col, l'examen direct. Je suis désolé pour l'image, chez moi elle est très nette. Le col reconnaît facilement les cervicites, les infections mycosiques, les infections trichomonas, les cancers, les dysplasies. Reconnaître à l'échographie, c'est après avoir fait l'examen. Maintenant, le toucher vaginal n'apporte pas, sauf si les gens n'ont pas d'autres examens. Maintenant, c'est l'échographie, on vous dit de faire une échographie. C'est le troisième doigt du gynécologue, le médecin qui fait de la gynécologie, faire une échographie, reconnaître tout ce qui est les pathologies myométriales, pathologies endométriales et pathologies annexielles. Et dans les éléments de diagnostic, on vous dit, voilà, interrogatoire, examen clinique, moins de doute, femme en activité, faire bêta-CG, éliminer une grossesse. À l'époque, on faisait la courbe ménothermique, maintenant ça ne sert à absolument rien du tout. On recherchait la courbe biphasique, d'accord ? On faisait des dosages hormonaux, ça ne sert absolument rien du tout, sauf en cas de désir de grossesse, de stérilité et troubles du cycle. D'accord ? On fait une échographie pelvienne, oui. Et on fait la biopsie de l'endomètre en cas de doute. S'il y a une pathologie de l'endomètre, il est là, il est préférable de faire une biopsie. Et si on ne trouve aucune anomalie à l'examen clinique, à l'échographie, hop, rapidement, faire un bilan d'hémostase. Rapidement, faire un bilan d'hémostase, TP, TCA, bien sûr. Et chez l'adolescente, même maintenant chez la femme qui va accoucher, qui fait des hémorragies, faire les maladies, les thrombopathies acquises, telles que la maladie de Wilbrand. Voilà. Il faut faire un bilan hormonal. Et s'il y a des signes d'hypothyroïdie, il faut faire un bilan thyroïdien. Voilà les orientations diagnostiques que vous devez connaître. Alors l'échographie peut nous renseigner un peu de tout. La structure, le polype, la vascularisation. Et si en deuxième intention, on voit qu'une image qu'on ne peut pas identifier, eh bien, on cède la main au collègue spécialiste qui va faire une endoscopie endo-utérine, ce qu'on appelle l'hystéroscopie, qui va étiqueter, diagnostiquer, étiqueter, éliminer le cancer, faire la biopsie et en même temps traiter la pathologie. Traiter ce qu'on appelle l'hystéroscopie d'office, c'est-à-dire on traite au cabinet quand il y a une pathologie endocavitaire. Et des fois, on est amené, quand c'est dans le doute, c'est le flou. Maintenant, c'est l'IRM, c'est la mode. L'IRM pelvien qui est recommandé. On ne fait plus de scanners, de moins en moins de scanners, pour recommander, pour étudier la morphologie de l'utérus, s'il y a l'adénomyose, et bien sûr, faire un bilan d'extension, faire une cartographie. Le diagnostic en post-ménopause, qui est important, chez la femme enceinte, éliminer, si elle est enceinte, éliminer une grossesse pathologique. Et là, vous connaissez les grossesses menacées, grossesse extra-utérine, grossesse intra-utérine arrêtée, la molidatiforme, il faut avoir ces diagnostics dans la tête. Et si c'est la grossesse, définir est-ce qu'une grossesse normale, une grossesse pathologique. Et en dehors de la grossesse, c'est la femme, eh bien, il y a toujours ces problèmes qu'on voit, ces anomalies d'ovaires, ces anomalies de follicules, insuffisance lutéale, insuffisance en œstrogène, des anomalies et anomalies constitutionnelles de l'hémostase. On vous dit aussi, attention, faire une étude sur l'hémostase si vous ne trouvez aucune anomalie. En post-ménopause, ça change. En post-ménopause, vous êtes obligé de dire que, premier diagnostic, pas de cancer. C'est-à-dire, femme saine anormalement en post-ménopause, il faut faire éliminer le cancer, bien sûr, pour retenir surtout les troubles ovulatoires qui sont dus à une pathologie fonctionnelle, soit en hyperplasie, soit en atrophie de l'endomètre, qui peuvent entraîner des saignements, des hémorragies fonctionnelles. Alors, vous avez des arbres décisionnels qui ont été proposés, faire un examen clinique, rechercher une cause évidente cervico-vaginale. S'il y a une cause, à l'adresser pour colposcopie. Si la colposcopie ne trouve rien du tout, eh bien on surveille. Sinon, s'il n'y a pas de cause, il faut faire une échographie. Et l'échographie, s'il y a une pathologie utérine, faire une lésion myométriale, on peut s'aider au Doppler maintenant et l'IRM. Et bien sûr, si la lésion elle est endocavitaire, on va traiter par voie endocavitaire. Sinon, s'il y a une lésion annexielle, si vous trouvez qu'il y a par exemple un kyste ovaire suspect chez une femme, dans ce cas-là, vous êtes obligé de céder la main pour éliminer une pathologie cancéreuse cet ovaire. Dans ce cas-là, d'autres bilans vont être demandés. Un bilan d'extension va être demandé.
la démarche thérapeutique, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, on a fait le diagnostic, on a su quelles sont les pathologies. Quand il y a les palmes, c'est le traitement, il est spécialisé. Quand il y a les coèles, eh bien, le traitement, il est généralisé. Alors, quand il est spécialisé, je prends le cas de femmes qui font des ménorragies. Alors, ménorragie, cavité normale, il n'y a rien dans la cavité, traitement médical. Et le traitement médical, généralement, on peut donner des hémostatiques. Hein. Ici, il y a l'hexacil, la dicinone. On peut donner des anti-inflammatoires qui peuvent bloquer le saignement. On peut donner des dispositifs intra-utérins à la progestérone. On peut donner la pilule. On peut donner des progestatifs seuls, soit en comprimé, soit par voie transcutanée, qui est l'implant progestatif. Ça, cavité normale, femme qui fait des règles abondantes. Deuxièmement, quand il y a une indication chirurgicale, eh ben, c'est soit enlever cet endomètre qui est épais ou cet endomètre qui est en 38, soit parce que vous avez donné, elle continue à saigner, et dans ce cas-là, on faisait des hystérectomies, voire l'embolisation utérine dans les pays développés, parce qu'enlever un utérus chez une femme, un utérus qui n'est pas malade, qui fait une hémorragie fonctionnelle, n'est pas malade. D'accord? C'est un peu dramatique pour la femme qui accepte de moins en moins d'enlever cet utérus. Alors, quand il y a maintenant des hémorragies, c'est des femmes qui désirent une grossesse. C'est les femmes qui désirent une grossesse, eh bien, il faut donner de l'acide l'hexacil, les anti-inflammatoires, sinon donner un traitement hormonal en première intention, voire faire un curtage biopsique et hémostatique chez les femmes-là, soit donner un dispositif, puis adresser ces femmes en consultation de procréation médicalement assistée. Une fois consultation prémédicalement assistée, le médecin gynécologue, il peut, même si elle vient pour traitement de stérilité, il peut lui donner la pilule pour arrêter le saignement, pour donner ses traitements, puis après proposer une autre ligne de traitement thérapeutique. La femme qui fait maintenant des ménométrorragies, c'est-à-dire elle saigne pendant les règles de manière abondante et en dehors des règles. Alors, c'est cette femme-là, il y a cet algorithme cavité anormale. Généralement, c'est des femmes qui font des cavités, il y a un problème de structure. Alors, problème de structure, soit une anomalie fonctionnelle de l'endomètre, hypertrophie de l'endomètre, dans ce cas-là, on peut donner des progestatifs, ou bien faire de l'endométrectomie, c'est-à-dire enlever l'endomètre qui est hypertrophique. Le deuxièmement, c'est cette femme qui fait un cancer, dans ce cas-là, il faut l'adresser dans un centre qui font le cancer, et ça sera une hystérectomie élargie avec lymphadénectomie, radiothérapie, chimiothérapie en fonction des stades. Puis la femme qui a des polypes, eh ben, on enlève par voie hystéroscopie, on fait une résection. Maintenant la résection, avec de la mini-instrumentation, maintenant la médecine a changé, à l'époque pour programmer un polype, maintenant on peut le faire au cabinet sans aucune anesthésie générale, et on peut faire ce type d'intervention. Les femmes qui font les myomes, soit des progestatifs, ça répond, sinon ce sera la myomectomie, et la myomectomie maintenant ça a changé, ça peut se faire par voie laparotomique, maintenant ça se fait par voie endoscopique, celluloscopique, et si les fibromes est endocavitaire, ça peut se faire par voie hystéroscopique. En dernier lieu, hystérectomie et embolisation. Et s'il y a de l'adénomyose, c'est toujours l'adénomyose, maintenant traitement maladie miracle, hein, qui pose un problème de douleur, surtout de douleur et de ménorragie, et bien le traitement progestatif, ou l'endométrectomie, voire l'hystérectomie dernier lieu. Les traitements médicaux, ce qui vous intéresse, c'est les traitements médicaux, c'est le traitement de première intention, d'accord, qu'il faudrait traiter, et objectif, c'est prévenir et réguler les saignements. Les traitements dans le cas de pathologies fonctionnelles, d'accord, et les facteurs à prendre en charge, le degré, les besoins, contraception, si elle désire une grossesse ou non. Voilà. Alors, il y a les progestatifs. Vous avez une panoplie de progestatifs. Chez nous, il n'y a pas beaucoup, 2 ou 3 progestatifs qu'on peut donner, d'accord, sans qu'il y ait de complications. Vous avez des œstrogènes quand il y a l'atrophie. Vous avez des contraceptions oraux à action courte qu'on peut donner. Voilà ce qui est comme traitement médical. C'est-à-dire on n'a pas beaucoup de médicaments qui peuvent intervenir. Alors, je termine par cette citation de Sir William Osler, alors qui dit que la médecine est une science de l'incertain et un art de probabilité. C'est vrai. Et c'est les statistiques qui nous guident un peu notre conduite à tenir. Le bon médecin traite la maladie
et le meilleur médecin va traiter la maladie et bien sûr le malade qui vient vous consulter. Voilà, je vous remercie.